C'est toujours l'essentiel sur France 24. On va plus loin à présent avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Et Gauthier Ribinski. Bonjour Gauthier. Au sommaire, le message de Donald Trump aux manifestants en Iran. Il les appelle à poursuivre leur mouvement et renverser les institutions en promettant de les aider sans plus de précision. Les négociations prévues avec le pouvoir de Téhéran sont, elles, suspendues par le président américain qui invoque le meurtre de manifestants. Donald Trump qui choque aussi le monde des affaires et de la finance avec ses mises en garde répétées à Jerome Powell, le chef de la Réserve fédérale américaine, jalouse de son indépendance, qui reçoit le soutien des autres banques centrales occidentales. C'est tout de suite, on va plus loin. Intervention, sanction ou bien négociation avec l'Iran. Donald Trump semble écarter pour l'heure la dernière option, pourtant évoquée pas plus tard qu'hier. Dans un message sur son réseau social Truth Social, le président américain affirme avoir annulé toutes les réunions avec des responsables iraniens tant que se poursuivent les meurtres de manifestants. Des manifestants qui l'encouragent au contraire à prendre le contrôle des institutions iraniennes, leur promettant qu'une aide est en route. Sonia Dridi est à Washington pour France 24. On sait de quelle aide parle Donald Trump ? Non, on ne sait pas précisément de quelle aide il parle et depuis ce matin, il y a eu 2 occasions pour lui d'élaborer ou de clarifier son message devant les journalistes. Tout à l'heure, quand il est parti depuis la Maison-Blanche ici vers le Michigan et puis une fois arrivé au Michigan, mais dans les 2 cas, il n'a pas voulu élaborer son propos. On sent qu'il laisse planer un certain mystère. Il a peut-être déjà pris sa décision. En tout cas, on sait qu'hier soir, il a reçu des officiels du Pentagone qui lui ont présenté différentes options militaires, mais aussi des opérations de cyberattaque ou encore la guerre psychologique. Il se pourrait que l'administration combine ces différentes options. On sait aussi de sources proches de la Maison-Blanche que Donald Trump, ces derniers temps, privilégiait plutôt l'option militaire, mais certains de ses conseillers et également son vice-président le poussaient à explorer la voie diplomatique. Mais comme on l'a vu avec son message ce matin, pour l'instant, il met fin à toute possibilité de discussion. Il était notamment question que son envoyé spécial Steve Witkoff rencontre le ministre iranien des Affaires étrangères, mais pour l'instant, toutes ces discussions sont suspendues. On sait aussi qu'il y a quelques jours, Donald Trump avait dit qu'il n'avait pas l'intention de rencontrer le prince héritier Pahlavi qui habite ici à Washington et qui a fait des appels très clairs pour demander à Donald Trump d'intervenir. Il a dit que ce ne serait pas approprié, mais on vient d'apprendre que Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, a rencontré en secret ce week-end le prince héritier Reza Pahlavi. L'administration Trump qui appelle les Américains encore présents sur le sol iranien à quitter le pays par tous les moyens et d'abord par leurs propres moyens. Oui, alors là aussi, Donald Trump répondait notamment à une question d'une journaliste et lorsqu'elle lui a posé la question de savoir si les Américains et les alliés des États-Unis devraient quitter le pays, il a dit oui, ce serait une bonne idée. Donc encore une fois, sans plus de précision, en tout cas, bluff ou pas, Donald Trump laisse entendre qu'une opération serait en cours. On sait aussi que ce matin, il y a eu une réunion de son Conseil de sécurité nationale avec notamment la présence du secrétaire d'État Marco Rubio ici à la Maison-Blanche. Donald Trump n'a pas assisté à cette réunion. Il doit revenir ce soir ici à la Maison-Blanche après son discours dans le Michigan et donc il se pourrait que les choses s'accélèrent dans les prochaines heures. Merci Sonia Dridi en direct de Washington pour France 24. Patricia Lémonière, pensez-vous qu'une intervention militaire américaine est proche ? Alors je pense qu'il faut poser un premier point avec Donald Trump. On ne sait pas jusqu'au moment où ça se passe parce qu'il est tellement... même s'il ne change pas sur le fond d'idées, mais dans ses décisions immédiates, il peut être versatile. Ceci mis à part, on a l'impression, et je dis bien c'est l'impression, qu'il a opté effectivement pour ce que les Américains appellent le regime change, Oui. le changement de régime, on va le dire Oui. en français, ça sera mieux, pour un changement de régime. Alors ce changement de régime, comment peut-il effectivement s'effectuer ? De différentes manières. Effectivement, en poussant à l'asphyxie économique de l'Iran avec une multiplication des sanctions, et c'est des décisions qu'il a déjà prises, en lançant des cyberattaques sur des sites très particuliers, détenus, contrôlés par les gardiens de la révolution et par tout ce qui est un peu organisme de sécurité, les agents aussi de la répression, la police, etc., les Bassidji.
Et puis, enfin, en intervenant militairement. Mais une intervention militaire, ça se prépare quand même. Alors, on voit bien qu'il y a eu des avions qui ont été déplacés en Jordanie. Enfin, on voit qu'il y a des positionnements. Mais il ne faut pas oublier que les États-Unis ont une base très importante au Qatar, que cette base, effectivement, au Qatar américaine, est exposée aux foudres iraniennes, parce qu'il reste quand même des missiles en Iran capables, effectivement, d'être tirés. On avait très bien vu, d'ailleurs, l'un d'entre eux avait été tiré contre le Qatar récemment. Donc, si vous voulez, faire une opération militaire, et quel type d'opération, à quelle fin ? Pour viser le guide suprême, pour viser simplement des têtes de la répression. Enfin, tout ça reste... Ce sont les plans qu'ont dû lui proposer les généraux américains, puisqu'il a été briefé plusieurs fois. Une chose est certaine, et j'en finirai par là, ceux qui voulaient, qui poussaient à la négociation, comme son vice-président, J.D. Vance, eh bien, n'ont pas pour l'instant la corde. Gauthier, Donald Trump a menacé à plusieurs reprises Téhéran de frapper très fort en cas de répression sanglante. Il y a eu au moins 700 morts durant le week-end, c'est ce qu'indique l'ONG basée en Suisse, Iran Human Rights, mais de l'aveu même de dignitaires du régime. Il pourrait s'agir de plusieurs milliers en réalité de morts, et les États-Unis n'ont toujours rien fait. Il parlait même hier de négociations. Certains disaient, quitte à maintenir en place les gardiens de la révolution, il était temps de dissiper l'ambiguïté. Est-ce qu'elle est vraiment dissipée ? Je ne sais pas. Regardez ce qui s'est passé aussi dans le cas du Venezuela. Il y a aussi la tentative de maintien d'un régime, parce qu'au fond, le passé est instructif. Le passé est instructif parce que les Américains, par exemple en Irak, parce qu'ils n'ont pas occupé véritablement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fourni d'administration, ils n'ont pas fourni d'aide à la construction d'infrastructures, se sont retrouvés uniquement occupants avec le fiasco qu'on a connu. Et donc là, comme Trump n'a probablement pas envie d'être l'occupant de l'Iran, il essaye de trouver un moyen terme qui permettrait justement d'avoir un contrôle sur y compris politique, mais avec des gens qui se chargeraient d'assumer le quotidien. Et aussi dans dans l'incertitude, il y a probablement l'idée, pas de Trump, mais peut-être de ceux qui sont autour de lui, que une partie des Iraniens qui sont opposés au régime, malgré tout, ne sont pas prêts à admettre les Américains débarquant à Téhéran. On l'a vu quand il y a eu la frappe récente israélo-américaine. Quantité d'Iraniens ont dit « Oui, c'est bien, mais c'est pas à eux de le faire, c'est à nous de le faire. » Il faut maintenir un pouvoir fort en Iran, peut-être. C'est ce que pense aujourd'hui Donald Trump ou une partie de son entourage. Là encore, je vous dis, je ne vais pas lire dans le cerveau de Donald Trump, surtout pas. Mais ce que l'on peut dire, nous qui sommes allés en Iran de multiples fois, c'est que d'abord, l'Iran est un pays avec des groupes de population différentes. On a des Kurdes, et c'est d'ailleurs tout de suite dans cette zone très volatile, très insurrectionnelle, que les gardiens de la révolution sont positionnés aujourd'hui, sont envoyés. On a les Baloutches. On a les Azéris turcs. Enfin, on a, si vous voulez, une mosaïque quand même. Donc il faut quelqu'un qui unifie. Qui fédère. Et un chaos est possible. Et on se souvient à quel point l'établissement de la révolution islamique, de l'ayatollah Khomeini, a été sanglant. C'est-à-dire qu'il y avait des oppositions, il y avait des communistes, il y avait des démocrates, il y avait, etc., des choses. Il y avait bien un substrat. Il y a un substrat conservateur en Iran, à peu près 20% de la population, et aujourd'hui plus que 10% qui le soutient. Mais il y a un vrai substrat conservateur qui croit encore en cette révolution islamique. Donc il faut faire en plus très attention, parce que effectivement, la majorité de les 90% veulent dégager ce régime corrompu de Mollah qui a profité de la situation. Mais vouloir dégager un régime ne veut pas dire instaurer un autre régime capable de rassembler. Eh bien, c'est toute la question qui se pose aujourd'hui, et qui se pose en particulier pour l'administration américaine. Je rejoins totalement Gauthier. Il y a eu le chaos lors de l'arrivée de Khomeini. Il y a eu le chaos en Irak. Enfin, les Américains savent. Et la Libye.
et la Libye, et on pourrait multiplier les exemples. Avec sa mosaïque de tribus, Voilà. et on voit là, effectivement le résultat. Fidèle à son habitude, désormais, Donald Trump manie aussi, Gauthier, l'arme des tarifs douaniers pour isoler Téhéran, puisque Washington compte imposer 25% de droits de douane supplémentaires à tous les pays commerçants avec l'Iran. Ça peut accélérer la chute du régime, ou bien cela ne pénalisera que la population? Probablement que ça pénalisera la population. On sait aussi que pardonnez-moi, mais les manifestations actuelles contre l'inflation, c'est déjà le résultat des sanctions. Tout à fait. C'est le résultat des sanctions, et on sait ce qu'il en est advenu pour la population, y compris même dans le passé, où certaines de ces révoltes étaient presque exclusivement de nature socio-économique. Là, on a bien vu d'ailleurs, chose étonnante, c'est que ce sont des marchands qui ont déclenché la chose face à la baisse du rial, et les marchands en général sont plutôt conservateurs. Mais là, il y avait une ulcération absolument terrible vis-à-vis de la monnaie qui dévisse. Là, oui, il a menacé d'augmenter les barrières douanières, mais chose qu'il ne fait que très rarement, il a aussi justifié une éventuelle intervention par le côté humaniste, politique. Donc il y a là deux choses, mais les barrières douanières, on sait ce que c'est pas la panacée universelle, c'est quelque chose qui, un jour ou un autre, à terme, peut se retourner contre les États-Unis, tout simplement parce que c'est fait pour protéger les entreprises américaines, mais que si les entreprises américaines souffrent de gros problèmes, par exemple, de productivité, c'est pas les barrières douanières qui vont les sauver et qui vont les mettre en concurrence. Donc là aussi, c'est un moyen facile de mettre en difficulté le concurrent. Moi, je remarque une chose aussi, c'est que dans les précédentes, notamment les sanctions, vous voyez bien comment le pouvoir et ses séides, c'est-à-dire les Bassidji, les gardiens de la Révolution, s'en sont sortis. Et puis, le guide suprême, Khamenei, je pense qu'il a un compte en banque très très bien rempli. Là, l'objectif quand même, c'est d'affaiblir les partenaires commerciaux de l'Iran. C'est-à-dire ceux qui, comme la Chine ou la Russie, continuent de faire vivre, d'alimenter l'Iran. C'est de faire en sorte que les partenaires commerciaux de l'Iran, qui sont à peu près la Chine, on a les Émirats Arabes Unis aussi. Les Émirats Arabes Unis, effectivement. On a les Turcs, on a les Indiens, et on pourrait effectivement multiplier comme ça les exemples. Donc, ce n'est pas tant... Alors, il y a la rivalité avec la Chine est très importante aussi dans ce qui joue. C'est une troisième pièce du puzzle, j'ai envie de dire. Le changement de régime, le soutien à la population, ça j'y crois moins bien, et la Chine. Bon, mais qu'est-ce qui va... C'est l'arme magique de Trump. Vous savez, c'est sa baguette magique. Si vous ne m'obéissez pas, tac, je vous sanctionne. Les sanctions, ça marche, effectivement. Il ne faut pas dire que les sanctions, ça ne marche pas. Ça marche, mais à long terme. On le voit avec la Russie. Ça marche, mais que maintenant, ça commence tout juste à frapper. Donc, dans 4 ans, effectivement, les sanctions prises aujourd'hui marcheront. Mais ce n'est pas de ça dont les Iraniens, effectivement, ont besoin. Donc, je crois qu'il a pris... J'ai envie de dire, c'est son hobby, les sanctions économiques et les tarifs douaniers. Donc, il joue là-dessus, mais ce n'est pas ça qui fera le changement de régime. Et les Iraniens, je suis d'accord là encore avec Gauthier, sont très frappés et très douloureusement frappés depuis que Donald Trump est sorti du JCPOA et a refait les sanctions en 2018. On reparlera des droits de douane parmi d'autres mesures un peu hétérodoxes, transgressives de Donald Trump. Les Européens, eux, réagissent de manière apparemment coordonnée en convoquant les ambassadeurs ou chargés d'affaires iraniens en poste dans leur capitale pour protester contre la répression. C'est présence diplomatique, le fait qu'il existe encore finalement des ambassadeurs européens, ça donne un moyen de pression à l'Europe, Gauthier, contrairement aux États-Unis qui n'en ont pas aujourd'hui. D'ambassadeurs, pas de moyen de pression. Oui. Écoutez, il faut y croire au minimum, parce que s'il y a quelque chose qui peut être le poil à gratter, pas que ça donne une dermatose comme le... Non, mais un prurite chez les Américains, c'est bien dans l'ordonnancement que voudrait Trump et qui est finalement une sorte de partage de zones d'influence avec la Russie, même avec la Chine. On n'est pas à l'abri d'une entente comme ça entre autoritaires. L'Europe est capable, on l'a vu dans certains cas, dans le cas ukrainien, d'essayer de mettre un petit pied. Alors c'est un tout petit pied dans l'encoignure de la porte. Écoutez, s'il n'y a que ça, on ne va pas le bouder. Pourquoi pas ? Il faut voir...
on a vu avec toutes les circonvolutions que ça dit, la difficulté que l'Europe a à affirmer à la fois, par exemple, dans le cas du Venezuela, la défense de l'état de droit, et la défense du droit international, oui. Voilà le mauvais lapsus, Oui. et le fait que précisément, il n'y a pas à regretter Maduro. Et tout le monde a dit, bah oui, ça c'est pour appuyer Trump, et le reste c'est pour dire qu'effectivement, si vous dites ça, vous ne pouvez pas reprocher aux Russes d'avoir envahi l'Ukraine. Mais là, dans ce cas de figure, avec les États-Unis et l'Iran, il y a probablement l'idée, comment dirais-je, encore une fois, qu'un partage serait la meilleure des choses. Et là, vous voyez comment le monde multipolaire de Poutine s'organise, c'est-à-dire des nations au top qui se partagent des choses, comme dans la guerre froide. Ne viens pas me chercher des poules dans la tête dans les Caraïbes, et moi je ne viendrai pas en Géorgie ou en Ukraine. Et puis, de l'autre côté, le fait qu'il n'y a pas, pour les autres, il n'y a pas de souveraineté pleine, hein, c'est une théorie des amis de Poutine, il n'y a que des souverainetés limitées, et on accorde ça, on conçoit ça pour l'Europe. Tant qu'elle bouge avec des ambassadeurs, bon... Je ne veux pas me réjouir, monter au plafond, mais c'est peut-être quelque chose. Patricia Lémonière. L'Europe a été utile dans les relations entre l'Amérique et l'Iran. C'est elle qui a fait bouger pour le JPOA. C'est elle qui a initié dans les années 2000 les premières discussions sur le nucléaire iranien. Elle a cette chance d'avoir des ambassadeurs, elle a cette chance de se parler. On a vu en novembre, le ministre des Affaires étrangères iranien a été reçu au Quai d'Orsay pour parler de nos deux otages en Iran de nos deux otages qui avaient été libérés, Cécile Collère et Jacques Paris, qui sont aujourd'hui à l'ambassade de France à Téhéran. Et la prudence aussi des Européens s'explique parce qu'il n'y a pas que des Français. Nos deux ressortissants sont à l'ambassade, mais d'autres Européens ne sont pas à l'ambassade, sont encore dans les prisons. Donc, si vous voulez, cette extrême prudence, effectivement, on peut aussi relever de parce que le régime des mollahs, vous savez, il en libère deux, il en reprend tout de suite deux. C'est ça l'histoire, parce que c'est des moyens de négocier, c'est des monnaies d'échange et des moyens de négocier, on appelle ça des otages d'État. Donc la prudence peut s'expliquer par ça. Et puis la prudence s'explique parce que l'Europe est toujours prudente. Et on a tendance à dire qu'elle l'est un peu trop. En tout cas, on va écouter juste le Premier ministre, Sébastien Lecornu, car c'est effectivement sur le sort de Cécile Collère et Jacques Paris, libérés après 3 ans de détention, mais actuellement assignés à résidence à l'ambassade de France à Téhéran, sans possibilité de rentrer chez eux, que le Premier ministre Sébastien Lecornu fonde la prudence française. Écoutez-le. Nous avons toujours un éminent devoir de protection de la communauté française présente en Iran. Pratiquement 1000 citoyens français y vivent, et parce que leurs noms n'ont pas encore été cités depuis le début de cette séance de questions au gouvernement, évidemment la question de Madame Collère et de Monsieur Paris, qui sont encore actuellement à l'ambassade et dont vous savez très bien que la situation reste plus que fragile et préoccupante. Voilà, le retour, Cécile Collère et Jacques Paris, semble conditionné à l'issue du procès pour apologie du terrorisme ici en France de l'Iranien Ahmadie Esfandiari pour des messages postés sur les réseaux sociaux et sur le site du militant d'extrême droite Alain Soral. Vous comprenez, Gauthier Rybinski, que cela justifie la prudence française ? Bon, je vais vous demander de bien vouloir m'excuser parce que c'est quand même très sensible. J'ai tendance à considérer, en ce qui concerne la France, que l'idée selon laquelle, si on règle la question de Ahmadie Esfandiari et de l'autre côté de Cécile Collère et Jacques Paris, il y a pour la France, au fond, un excellent prétexte, pardonnez-moi, mais de dire on ne se mêle pas du reste. Parce que sinon, on met en danger les deux otages. Vous voulez dire que ça nous arrange bien d'invoquer ce prétexte ? C'est admirable qu'on se préoccupe des otages. Il y a quantité de pays qui ne le feraient pas. Donc, très bien. En même temps, je trouve la chose un peu disproportionnée par rapport à ce qui se joue en Iran. Et que là, dans la mesure où on a une affaire dont il faut s'occuper, on a tendance peut-être à la grossir et à faire en sorte précisément qu'il y ait je suis désolé, mais un alibi pour pas aller plus loin dans la réflexion et dans la compréhension de ce qui se joue aujourd'hui à travers les manifestations et le nombre de morts effarants en Iran. J'ai fait la réponse tout à l'heure. L'Europe est extrêmement prudente, toujours, et un peu trop.
Donald Trump, qui, on l'a vu en tout cas, recourt à l'arme des taux d'intérêt, y compris pour faire plier l'Iran. Et ce n'est pas le seul usage détourné d'une prérogative du pouvoir, législatif ou exécutif. C'est toute la question, s'agissant des droits de douane, sur laquelle d'ailleurs la Cour suprême devrait donner prochainement une réponse. La justice est elle aussi instrumentalisée, cette fois à des fins de politique intérieure, contre les adversaires réels ou supposés du pouvoir. Dernier en date, Jérôme Powell, le patron de la très indépendante Réserve fédérale. Les explications de Marc Pau. La Banque centrale américaine est indépendante et doit le rester. C'est en substance le message adressé à l'administration Trump par de nombreuses personnalités au lendemain de l'annonce d'une procédure pénale visant son président, Jérôme Powell. Une levée de bouclier soutenue par ses prédécesseurs à la Fed. Alan Greenspan, Ben Bernanke et Janet Yellen dénoncent dans un communiqué commun une instrumentalisation de la justice. L'enquête pénale dont aurait fait l'objet Jay Powell, président de la Réserve fédérale, constitue une tentative sans précédent d'instrumentaliser les poursuites judiciaires pour saper l'indépendance de cette institution. Une telle pratique n'a pas sa place aux États-Unis, dont la plus grande force réside dans l'état de droit, fondement de notre réussite économique. La procédure judiciaire concerne la hausse imprévue de la facture des travaux lors de la rénovation du siège de la Fed à Washington. Mais Jérôme Powell y voit une représaille face à son refus de céder à la demande répétée de Donald Trump de baisser drastiquement les taux d'intérêt. La fronde contre cette décision touche également le camp républicain. Plusieurs parlementaires refusent ainsi d'adouber un candidat de Donald Trump à un poste au sommet de la Fed. L'enjeu est trop important pour fermer les yeux. Si la Réserve fédérale perd son indépendance, la stabilité de nos marchés et de l'économie en général en pâtira. Le mandat du président de la Banque centrale arrive à son terme en mai prochain, ce qui permettra à Donald Trump de le remplacer. Mais pour cela, il a besoin d'un vote favorable du Sénat. Ce n'est pas la première fois que Donald Trump utilise le système judiciaire pour s'en prendre à ses adversaires. Il s'est déjà ainsi attaqué à Lisa Cook, une autre responsable de la Fed. L'affaire arrive ce mois-ci devant la Cour suprême. Patricia Lémonière, s'agit-il là d'un abus de pouvoir ? Faire comparaître le président de la Fed devant un grand jury, c'est gonflé, j'ai envie de dire. Voilà, il faut être Trump et avec toute son inconscience et sa volonté de puissance pour faire comparaître un tel homme. On voit bien d'ailleurs, cet homme jusqu'à présent avait opté pour le compromis dans le bras de fer qui l'oppose à Donald Trump depuis le début. Donald Trump veut poursuivre une politique de baisse massive des taux d'intérêt. Powell a accepté 0,75. Lui, Trump parle de 1. En fait, il voudrait que ça baisse beaucoup plus pour, dit-il, croit-il, faire en sorte que la machine économique reparte très fortement et, deuxièmement, faire en sorte que le dollar se déprécie à l'international, parce que qui dit dollar déprécié, dit on écoute tous nos produits. Bref. Donc, dans ce bras de fer qui l'oppose, il n'est pas nouveau. Powell avait adopté le profil bas, plutôt conciliant, plutôt bon. Voilà. Et puis, il y a eu l'affaire d'autres membres du board, de ce qu'on appelle. Le Conseil des gouverneurs. Le Conseil des gouverneurs, où une des membres est poursuivie, elle aussi, va comparaître dans peu de temps. Pour fraude hypothécaire, enfin pour une raison encore. Alors déjà, ça n'avait pas tellement plu parce que pourquoi Trump veut qu'elle soit limogée, et qu'elle soit condamnée, limogée pour placer quelqu'un à lui. Il a déjà réussi à placer quelqu'un à lui l'été dernier, et qui n'est pas n'importe qui en plus, qui est vraiment celui qui défend cette politique des droits de douane abaissés, d'un dollar faible, etc., qui est absolument radical et Trump aimerait le voir devenir président de la Fed. Vous voyez, enfin, il y a tout un projet et ça pose la question. Enfin, ce n'est pas juste une décision lunatique qu'il vient de prendre. C'est un processus qui s'est enclenché dès l'arrivée de Trump au pouvoir. Il veut la Fed à ses ordres, ce qui ne s'est jamais produit. Comment les places financières pourraient réagir si ça va plus loin ? Ça sera toute la question. On sait une seule chose, c'est que si les places financières réagissent mal, en général, on voit Trump abandonner son projet, comme on l'avait vu tout au début quand il menaçait des 75% de taux de droits de douane totalement faramineux. Alors c'est très intéressant, Gauthier. C'est ça justement la seule barrière aujourd'hui à l'hubris de Donald Trump qui semble effectivement faire fi des pratiques à défaut de la loi, puisqu'on verra ce que dit la Cour suprême. Mais en tout cas, pour ce qui est de la pratique de ses prédécesseurs, il transgresse en usant de manière arbitraire des droits de douane et des taux d'intérêt. Il n'y a finalement que
son socle électoral, ou plutôt son socle proche des milieux d'affaires, qui pourrait éventuellement le ramener à la raison? Les financiers. Oui, à moitié pour blaguer, je dirais il y a le prix Nobel aussi. Hein, son obsession du prix Nobel, alors là c'est de l'ordre de la glace à la vanille pour un enfant, mais oui, vous avez raison, il y a peut-être un moyen de le ramener à un certain nombre de considérations. Sur ce que vous venez de dire, moi personnellement, j'ai rien contre le fait qu'un président des États-Unis contrôle un peu ce que fait la Fed. Mais là, sauf que c'est pas dans les statuts. Non, de la Fed. c'est pas dans les statuts, c'est vrai. Mais attendez, quand vous voyez un organisme pareil qui peut justement avoir une influence considérable sur la vie des citoyens américains, mais là c'est pas le cas. Là, vous avez quelque chose. Alors, je suis d'accord avec ce que dit Patricia sur le processus avec le dollar faible, etc. Mais souvenez-vous, ça me rappelle un peu ce qui s'est passé avec la personne qui dirigeait cet institut de la statistique, l'équivalent de l'INSEE, et qui avait été limogé parce que les statistiques n'étaient pas bonnes. Une version trumpienne de quand il fait froid, on casse le thermomètre. Ouais. Bon, alors je dis pas qu'on en est à ce point-là, mais c'est vrai qu'il y a cette opposition avec toute personne qui précisément pourrait avoir du pouvoir. Et pour un certain nombre de choses, on verra bien ce qui se passe avec la Cour suprême, qui est en principe aux bottes, à la botte de Trump, à moins qu'elle décide d'être grande dans son habit et qu'elle change un peu la donne. C'est pas probable, c'est fort peu probable, mais dans cette affaire de Fed, moi j'y vois encore, si vous voulez, la trace de non seulement une politique économique, mais qui précisément, comme vous l'avez dit, n'est pas apprécié par son cercle financier. Mais après tout ce qu'il fait depuis qu'il est au pouvoir, c'est loin d'être du libéralisme comme ses amis le souhaiteraient. Oui, tout à fait. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Patricia Lemonnier, Gauthier Rybinski. On va plus loin. C'est terminé, mais l'essentiel continue. Retrouvons-nous donc dans un instant pour évoquer les différentes options qui s'offrent à Donald Trump en matière de réaction face à la répression des manifestations en Iran. Faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360, aux côtés de Claire Hildebrandt. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter l'actualité. Je vous retrouve tous les soirs dans l'Actu 360 en direct sur France 24. Depuis 2006, en français, en anglais, en arabe et en espagnol, les plus grandes personnalités internationales nous ont fait confiance lors d'interviews exclusives. Des leaders mondiaux nous partagent leur vision du monde. Vous avez 142 pays qui ont signé la déclaration de New York. Des artistes et créateurs nous inspirent. Des intellectuels et innovateurs façonnent notre avenir. Les plus grandes personnalités sont sur France 24. Liberté, égalité, actualité.